Bonsoir Myriam. Bonsoir Raphaël. On commence avec l'une des promesses de campagne de François Hollande remise au goût du jour. On s'en souvient, mon ennemi, c'est la finance. Et bien la réforme bancaire présentée aujourd'hui est quand même très critiquée. Très critiquée, soit parce qu'elle est trop timide, en tout cas c'est l'avis de certains, soit parce qu'elle était inutile, c'est l'avis d'autres dont nous aurons des exemples très vite. Pour vous expliquer rapidement ce qu'est cette réforme, en fait, elle consiste essentiellement à séparer ce qu'on appelle les activités de dépôt, les comptes de tout un chacun, des activités, on va dire, spéculatives, sauf que cette séparation entre ces deux activités, elle n'est pas totalement étanche, c'est-à-dire que n'est filialisée, n'est mis à part dans une filiale que les activités spéculatives de la banque pour elle-même avec son propre argent. Autrement dit, l'intérêt de la filialisation, en tout cas sur le papier, c'est de dire, OK, si cette activité défaille, on va pouvoir fermer la filiale sans pour autant puiser dans l'argent déposé par les utilisateurs. Voilà pour la philosophie. Alors, est-ce que cette réforme est utile? Est-ce qu'elle est bonne? Je me tourne vers notre invité, Eric Delannoy. Vous êtes vice-président de Weave Consulting, un spécialiste de la finance et de la banque. Pourquoi cette réforme, selon vous, ne va pas, entre guillemets, jusqu'au bout de la séparation entre les activités de dépôt et les activités spéculatives? Elle ne va pas jusqu'au bout parce qu'en fait c'était très difficile de vouloir aller jusqu'au bout. Rappelons-nous d'ailleurs, on l'a rappelé, l'ennemi de la finance, on a donc fait une campagne sur le fait qu'on était un bouc émissaire. On a voulu séparer des activités utiles à l'économie réelle des activités spéculatives qui laissaient supposer que la spéculation n'est pas bonne pour l'économie réelle. Je pense que c'est ce principe de réalité qui est revenu au goût du jour, à savoir quand on imagine que la spéculation peut être bonne pour l'économie réelle, on se rend compte que finalement le nombre d'activités à séparer est finalement assez faible. Et il y a par ailleurs un avantage très fort à garder le modèle français universel, de banque universelle, qu'on appelle banque universelle, qui a été un amortisseur de crise assez formidable, parce que sur la banque de détail, vous avez une inertie très forte, alors que sur la banque de marché, vous avez effectivement des aspects importants de fluctuation, et l'un amortit l'autre. Donc on a une stabilité importante. On voit bien, ça marche quand même souvent dans un sens, on a l'impression que c'est la banque de détail qui systématiquement amortit les défaillances des activités de marché, rarement le contraire quand même. Mais parce que, vous savez, je vais vous prendre un exemple, comment doit-on considérer le financement de l'économie innovante, des petites entreprises innovantes qu'on appelle le capital risque? On est dans la spéculation pure. Vous avez une pépinière de gens qui créent une entreprise et qui ont besoin de financement pour se lancer. C'est de la spéculation. Vous spéculez sur l'avenir. Néanmoins, il faut pouvoir le financer pour financer l'économie de demain. Donc on est bien d'accord que quand ces entreprises-là ne fonctionnent pas, on est sur un problème de marché. Donc par nature, l'activité de financement et l'activité de banque de financement est nécessairement plus fluctuante dans le temps. Alors Eric Delannoy, il y a un commentaire par exemple de l'agence de notation Fitch qu'on ne peut pas soupçonner d'être anti-banque et qui dit « Cette loi, annoncée par le gouvernement français, ne modifiera en rien le soutien de l'État aux banques. Autrement dit, nous n'avons pas coupé avec le too big to fail, trop important pour faire faillite. Autrement dit, on n'a toujours pas réglé le problème du recours à l'argent, on va dire presque des contribuables, en tout cas des clients, des simples clients, pour éventuellement pallier des faillites bancaires. » On réglera le problème quand on renoncera à l'économie de marché. Vous voyez qu'on en est quand même très loin, c'est-à-dire au financement de l'économie par le crédit, au financement de l'économie par à la relance par la consommation. Ce que je veux dire par là, c'est que le too big to fail est un faux problème. Aujourd'hui, BNP Paribas est un fleuron de la banque européenne. Faut-il casser BNP Paribas qui a montré sa résilience pendant la crise? Le problème n'est pas là. Alors qu'à contrario, en Espagne, les petites banques régionales, les caisses d'épargne espagnoles, ont montré qu'elles n'étaient pas capables de résister à la crise. On n'est pas sur un problème. On est sur un problème de régulation. On est sur deux problèmes. On est sur un problème de régulation. Il faut faire en sorte d'avoir une régulation qui est une régulation à la française, où on fait en sorte de ne pas faire des crédits n'importe comment, comme ça a été le cas aux États-Unis, comme ça a été le cas en Espagne. Et puis par ailleurs, il faut faire en sorte de respecter l'activité spéculative, mais en limitant la portée. Est-il normal qu'aux États-Unis, il y ait des banques qui aient été capables d'investir sur le marché 25 fois leurs fonds propres? C'est juste pas normal. Donc on parle là de ce qu'on appelle l'effet de levier, c'est-à-dire que quand j'ai 100, on m'autorise à prêter 1000. C'est ça c'est sur ce sujet-là qu'il faut s'attaquer. Donc faut travailler sur la manière de faire la spéculation et non pas interdire la spéculation. Merci beaucoup Eric Delannoy. Je rappelle donc que vous êtes vice-président de Weave Consulting. Merci. Et toujours dans le secteur bancaire.